4 intervenants, une table ronde, un débat construit, chacun d'entre eux. Quel en est le thème de cette table ronde? Ce matin, nous avons parlé euro et comment sortir aux deux sens du terme, puis de politique industrielle. On va dire que cette table ronde est la table ronde politique, électorale, idéologique. On verra ce qui prendra le pas dans nos discussions de nos journées de formation. Autour de ce thème, moi je me suis d'abord demandé pourquoi le MRC avait choisi cette question, puisque la question c'est de savoir si le peuple français est très déprimé, très désolé, s'il se laisse aller à la philosophie du déclin, et si nous n'avions pas cédé à un thème à la mode, parce que tout bien considéré, si on en croit certains observateurs étrangers, nous sommes toujours, depuis très longtemps comme ça, assez dubitatifs sur le bonheur ici, et en même temps prêts à s'enflammer pour les lendemains qui chantent. Et puis, nous avons toujours une natalité importante qui laisse quand même penser qu'il y a un décalage entre ce peuple qui, soi-disant, est très déprimé et en même temps fait des enfants, ce qui quand même dénote d'une certaine espérance dans l'avenir. Bon, qu'est-ce que c'est seulement un thème à la mode? Est-ce que c'est au contraire une profonde réalité dans un monde en mutation? D'aucuns parlent même de crise sans fin chez certains auteurs. En tous les cas, c'est sûr, le monde mute et la place à la fois de la France et de l'Europe dans ce monde est en mouvement. La globalisation financière de l'économie a un impact et par conséquent aussi, de ce point de vue-là, c'est peut-être une réaction normale à ce que peut entraîner d'insécurité un monde qui bouge fortement. Où est-ce que c'est, troisième hypothèse, un discours sur un outil au service d'eux? Parce que finalement, pour obtenir que les Français et d'autres s'adaptent à ce qu'a d'extrêmement contraignant la mutation économique, est-ce qu'il n'y a pas besoin de les entraîner dans l'apathie civique, comme disait Julien ce matin, dans l'abattement stérile, d'obtenir par résignation ce que l'on ne pourrait pas obtenir? Et donc, est-ce que c'est un outil idéologique au service de ceux qui, aujourd'hui, mènent le monde plus ou moins de façon lucide ou pas? De toute façon, nous le savons, chez les Français, la question du bonheur n'est pas seulement une question matérielle. Si on s'en tenait à notre niveau de vie et à notre part de la richesse mondiale, nous n'aurions sans doute pas à nous plaindre. Les Chinois nous décrivent encore, avec les autres Européens et les Américains, comme des étrangers au ventre plein. Donc ce n'est sûrement pas cette question-là qui est à nous. Et bien entendu, pour nous, au mouvement républicain et citoyen, la question est de savoir non pas si nous sommes en train de sortir, comme Nora le laisse penser ou le dit, du modèle républicain pour aller vers un modèle démocratique, ce qui conviendrait à l'époque, mais si nous sommes au contraire un peuple qui ne peut se porter ou se transcender qu'à travers une idée auquel nous tenons, la République, qui est son moteur, qui a été son moteur 200 ans et qu'elle est aujourd'hui au sein des valeurs républicaines, en tous les cas c'est notre combat politique, ce qui nous raccroche et ce qui nous donne. On le voit, les Français sont prêts à s'enflammer rapidement, ils l'ont montré, il a suffi que le candidat François Hollande exprime sa volonté de mener le combat par rapport à l'ennemi invisible de la finance pour faire vibrer ce peuple. Il ne demande donc qu'à se remobiliser. Finalement, sa dépression ne doit pas être si profonde. Comme vous le voyez, j'ai peu parlé du Front National, qui était pourtant une des expressions de ce malaise dans la définition de la table ronde. C'est un peu volontaire, on en a beaucoup parlé. Peut-être que ça reviendra dans les interrogations des uns et des autres. Je leur laisse cette possibilité. Voilà pour une petite et brève introduction. Je voudrais donner donc la parole à Éric Dupin pour un constat dans un voyage autour de ce beau pays qu'est la France. Déprimé, pas déprimé, lucide, prêt à s'enflammer, point d'interrogation.
Oui, merci. Alors, le discours, la question « sortir la France de la dépression », en effet, la première question, c'est de savoir s'il y a vraiment dépression. Alors, pas facile, évidemment, à répondre. Cela étant, j'avance, oui, une réponse claire et ferme. On est dans une situation, me semble-t-il, de dépression nationale, si tant est qu'un corps comme celui d'une nation puisse souffrir de ce genre de mots. Mais pourquoi pas? Alors, je vais venir en effet à mon exploration du territoire, mais sans vouloir empiéter sur les chiffres. Territoire, si j'ai bien compris, de Jérôme Sainte-Marie, il y a une enquête d'opinion qui me fascine depuis pas mal de temps, c'est un baromètre, parce que les sondages sont souvent intéressants dans leur répétition de questionnements, parce qu'à ce moment-là, les biais, évidemment, sont annulés et on voit s'il y a des réalités conjoncturelles ou structurelles. Et donc, l'Institut Sofres, qui s'est rebaptisé TNS Sofres, pose depuis, si ce n'est la nuit des temps, depuis une quinzaine d'années, une même question. Est-ce que les choses en France vont en s'améliorant ou vont de plus en plus mal? Depuis une quinzaine d'années, la réponse est toujours la même. Une majorité pense que ça va de plus en plus mal. En règle générale, entre 70 et 80% pensent que la situation se détériore. Et en règle générale, entre 5 et 15% estiment qu'elle s'améliore. Heureusement que ce n'est pas vrai, sinon on devrait être au 36e dessous. Mais cette réponse, il faut l'entendre, elle nous dit quelque chose. À chaque fois d'ailleurs qu'il y a une alternance, il y a un petit rebond d'optimisme. Avec Nicolas Sarkozy, le rebond a été relativement important puisqu'on était monté au printemps 2007 à 28% de gens qui pensaient que ça s'améliorait. Avec François Hollande, le rebond a été nettement moins fort, 13%. À chaque fois, c'est retombé vers les fameux 5 à 10%. Aux dernières nouvelles, là, l'enquête de septembre, c'est 75%, ça va de plus en plus mal, 11%, ça va mieux. D'autres enquêtes vont dans le même sens. Je lisais ce matin dans Libération, en venant ici, une enquête via Voice Libération qui estimait que 73% des Français n'étaient pas confiants dans l'avenir du pays. Il faut bien se rendre compte qu'aucun autre pays européen, en tout cas, ou des pays dans lesquels les enquêtes d'opinion existent, n'a cette situation. Donc j'y reviendrai un petit peu pour tenter d'expliquer ça. Vous savez, alors, autre façon de voir le problème de la dépression nationale, que nous sommes, à propos de dépression, le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs et qui, en termes de psychotropes, n'est pas si mal placé que ça. Autre façon de voir les choses, aller rencontrer les Français, les écouter vraiment, ce qui est un travail que devraient faire les journalistes et même les hommes politiques, mais ce qui est un travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup de disponibilité d'esprit. Je me suis amusé à m'exercer à ce travail fatigué du microcosme. Et là, en écoutant nos concitoyens dans des milieux extrêmement variés, les milieux populaires, des entrepreneurs, des agriculteurs, des gens des villes, des gens des campagnes, etc., on est fasciné par la prégnance d'une forme de souffrance sociale qui a de multiples aspects, qui n'est pas uniquement réductible aux mots dont les médias nous rebattent les oreilles, la sécurité, le chômage, les difficultés d'intégration. Ça va au-delà, c'est une sorte de fatigue, j'appelais ça en sous-titre de Voyage en France, la fatigue de la modernité. Je ne mets pas en cause la modernité des Lumières, mais je mets en cause une forme, dirait-on, d'hypermodernité avec la mondialisation, l'accélération des changements qui fait que les règles du jeu
sociales, économiques sont sans cesse perturbées, ne sont pas stables. Donc ça crée une sorte d'insécurité psychique, sociale, qui est extrêmement forte. Et derrière tout ça, il y a, me semble-t-il, l'essentiel, c'est une forme de déliaison sociale. On parle beaucoup du lien social, de la mixité sociale. On en parle d'autant plus que dans les faits, l'existence de ces concepts est très contestable et problématique. Et j'ai rencontré un pays qui vit dans une situation où la défiance des uns avec les autres est assez généralisée. La défiance de ce qu'on appelle le peuple lui-même, évidemment, il est divers, vis-à-vis des élites, qui hélas d'ailleurs sont un peu moins diverses en France, un peu plus consanguines. C'est une défiance qui dépasse l'entendement, qui est proche de la haine. Mais il faut bien reconnaître que le problème, il est réciproque aussi. C'est-à-dire que les élites méprisent le peuple, parfois en une forme de détestation, qui ne le cède en rien au phénomène inverse. Donc ça crée déjà une situation un peu compliquée. Ensuite, la segmentation de notre société, quand on se balade à pied, en vélo, en voiture, comme j'ai pu le faire, on se rend compte que les territoires sont de plus en plus séparés. Les gens ne se mélangent pas. Les centres-villes, les zones périurbaines, pavillonnaires, et chacun est dans une forme d'entre-soi et de protection qui favorise une peur, une angoisse, une situation où évidemment le vivre ensemble devient tout à fait un slogan. Donc des fractures sociales, des fractures d'autant plus d'ailleurs dangereuses que ces fractures sociales recoupent des fractures ethniques, puisqu'il faut parler de façon très, très prudente de ces sujets-là, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Donc ça, c'est terrible, parce qu'on assiste à une forme d'américanisation de la société française, qui, évidemment, par rapport au modèle républicain, est tout à fait problématique, et qui fait que non seulement il est difficile de faire vivre ce modèle républicain, mais même que ce discours devient parfois difficilement audible. Alors, comment expliquer cet atypisme français et cette maladie plus développée chez nous qu'ailleurs ? Il me semble, c'est une hypothèse là-dessus, ce n'est pas mes enquêtes qui peuvent donner une réponse, que nous souffrons, nous Français, d'un problème, je dirais, de manque de stabilité de l'estime de nous-mêmes. Et qu'il y a sans doute un rapport entre notre dépression nationale, l'autodénigrement que nous pratiquons de façon parfois invraisemblable, les Français adorent dire du mal d'eux-mêmes, et à côté de ça, une forme d'orgueil national, une estime de soi-même qui en réalité est très élevée. Et comme la réalité ne correspond pas toujours à cette estime symbolique, évidemment, la compensation, c'est le dénigrement. Donc cette instabilité est sans doute à l'origine, ou en tout cas c'est une hypothèse que je formule, de ces difficultés psychologiques. Et par rapport à ce problème d'estime de soi, évidemment, se pose la question de la démoralisation politique du pays. Bon, c'est pas dans cette assemblée que je vais, c'est pas à cette assemblée que je vais apprendre que la France est une nation très politique. Et lorsqu'elle va mal, elle va mal donc depuis maintenant pas mal de temps, c'est parce que la politique elle-même est très malade. Bon, là aussi, je vais passer vite parce que, hélas, ces choses-là sont assez transparentes. Mais dans la dernière période, il faut reconnaître que la politique a encore connu des coups extrêmement durs. Nicolas Sarkozy a fusillé ce qui restait, enfin, une bonne partie de ce qui restait de croyance dans le volontarisme politique. Un des grands ressorts du succès de sa campagne de 2007, ça a été le fait qu'il avait réussi à reprendre ce talisman de « on peut faire quelque chose, je vais faire quelque chose,
je suis un hyperactif. Oui, on a vu le résultat. François Hollande, je suis désolé de le dire, mais a d'une autre manière continué ce travail d'une forme d'abaissement de la politique. Là, je ne mets pas en cause, même si on pourrait le faire, l'orientation politique qui est la sienne, mais je mets en cause le divorce flagrant entre le discours de campagne et l'action menée au pouvoir. On peut être pour les mesures, personnellement je ne le suis pas, dites de compétitivité, hein, le crédit donné aux entreprises, les fameux 20 milliards. On peut être pour. Louis Gallois est un personnage tout à fait intéressant. Il faut bien reconnaître que jamais, pendant sa campagne présidentielle, François Hollande n'a posé cette question et n'a avancé ce type de solution. Donc cette forme de tête à queue, et on pourrait multiplier les exemples, crée évidemment une situation dans l'opinion extrêmement douloureuse. Les gens se sentent floués. Et on ne peut pas leur donner complètement tort. Et par rapport à cette tromperie de l'alternance, une fois de plus, évidemment, on ne peut pas s'étonner et pousser des cris de vierge effarouchés lorsque le Front National progresse. C'est quelque chose de tout à fait logique. J'ajoute d'ailleurs que du point de vue des effets dans cette dépression nationale sur la politique, il y a la poussée du Front National, dont on mesure, et dont on, hélas, mesurera sans doute au printemps prochain les effets. Mais moi, je ressens, y compris en discutant avec les gens, c'était le cas dans mon dernier livre, La victoire empoisonnée, un éloignement de la politique de plus en plus fort, qui fait que l'abstention va aussi gagner structurellement du terrain. C'est une autre forme d'américanisation de la vie politique. Les socialistes qui croient que de toute façon, ils peuvent aller très loin vers la droite et qu'au dernier moment, contre la peur de la droite, les gens seront obligés de voter pour eux au second tour, s'illusionnent. Je rencontre de plus en plus de personnes qui se disent non, là, ça suffit. La prochaine fois, on ne se fait pas avoir. Et à la limite, on préfère avoir une droite au pouvoir qui soit sous pression d'un mouvement social ou d'une opposition qui soit un peu vigoureuse et cohérente avec nos propres idées. Donc ça, c'est quand même un message d'alerte qui devrait être mieux entendu. Dans cette dépression nationale, le Front National, alors bon, il faut quand même en dire un mot, en disant une chose toute simple, mais qui est souvent oubliée. On dit les peurs, ils exploitent les peurs, la crise, ceci, cela. Peut-être, sans doute. Mais aussi, il y a un cocktail idéologique qui est d'une efficacité redoutable et qui correspond à ce que pensent beaucoup de gens quand on les écoute, sans œillères et sans préjugés. C'est l'antilibéralisme économique et l'antilibéralisme culturel. Que voulez-vous, il y a beaucoup de gens qui partagent ces deux façons de voir. Et ce sont les seuls qui, de façon évidemment démagogique, de façon évidemment extrêmement dangereuse souvent, mais qui manie ces deux leviers. Alors ça, c'est le diagnostic. Bon, je vais, d'ailleurs, j'ai encore deux minutes. Deux. Ça tombe bien parce que j'ai plus grand-chose à dire, puisque je voulais quand même dire un mot sur les leviers pour redonner espoir, puisque c'était dans le petit document qui nous avait été passé. Alors là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, je suis beaucoup moins disert, et j'avoue une perplexité. Si vous voulez, de ce point de vue-là, je suis anti-keynésien au sens où Keynes disait « à long terme, on est tous morts », ce qui est vrai. Mais moi, je pense qu'en politique, à court terme, on est tous morts. C'est-à-dire, je ne vois pas de solution dans le paysage politique actuel qui permettent de redonner à la politique, telle qu'on peut l'entendre, du sens. Le Parti socialiste est devenu une coquille vide. Quand Jean-Pierre Chevènement l'avait quitté, je lui avais dit je pense que tu fais une bêtise parce que tu vas avoir du mal à faire vivre ton courant à l'extérieur. Je n'avais pas forcément tort de ce point de vue-là, mais il faut bien reconnaître qu'à l'intérieur du Parti socialiste, aujourd'hui, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. Et à l'extérieur, c'est bien compliqué. Le front de gauche est dans ses contradictions avec
une pente sectaire de la part de Mélenchon qui fait que je ne vois pas trop de solutions. Ce qui fait que là, quand il n'y a pas de solution à court terme, il faut investir dans le long terme. Et dans le long terme, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Bon, moi, j'ai été au CERES dans les années 70, donc on ne peut pas me reprocher d'être quelqu'un qui n'a pas une forme de culture politique, qui croit au rôle de l'État, au rôle de la nation. Et en même temps, je me souviens que dans les années 70, le CERES, qui était autogestionnaire, moi je le suis toujours, je suis un vieux con, parlait d'un mouvement d'en haut et d'un mouvement d'en bas. Alors, le mouvement d'en haut, il est un peu géostationnaire, voire conservateur. Donc, pourquoi ne pas être plus attentif au mouvement d'en bas? Et il se trouve, je travaille là-dessus pour mon prochain livre, que dans la société, il y a beaucoup plus de choses qui bougent qu'on ne peut le croire. Il y a toute une série de gens qui contestent en acte notre société, qui reprennent. Alors, a priori, ce n'est pas des gens, ils ne sont pas sur le logiciel républicain. Vous ne pouvez pas leur parler de la nation comme ça, ils ne vont pas forcément vous écouter. Mais ils comprennent qu'il faut reprendre possession de son territoire, qu'il faut reprendre une certaine autonomie par rapport à l'existence. Ils ont une critique assez approfondie de notre société productiviste, consumériste. Et donc ces gens-là, a priori, ils sont très très loin du MRC. Donc je ne vous propose pas d'aller les rencontrer en sortant de cette pièce. Mais en même temps, je pense qu'il faut s'aérer l'esprit et être assez attentif à une société qui bouge à partir du moment où la politique, elle, ne bouge pas beaucoup. Merci. Merci Éric. Et je voudrais au moins le rassurer sur un point. Nous sommes toujours persuadés que le mouvement d'en bas aide le mouvement d'en haut. Mais pour l'instant, l'interrogation, elle est que si on voit fleurir des contestations et des indignations, selon un terme qui a été très à la mode, il est certain que des constructions communes pour des projets sérieusement alternatifs sont plus difficiles à mettre en place. Les Français sont-ils vraiment atypiques? Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir l'impression qu'on vivra moins bien demain qu'on ne vivait hier? Suis-je donc une incurable femme de gauche à considérer que je vis mieux que ma grand-mère et que mes filles devraient inventer un monde dans lequel elles vivront encore mieux? Est-ce que ce vivre ensemble peut progresser, ou revivre, on le dira? Est-ce que, et puisque c'est vrai que chez nous, la République a un lien avec l'État, est-ce que, effectivement, on disait la politique ne va pas bien, mais l'État républicain ne va pas bien? Et en France, on a quand même l'impression qu'il y a un lien entre le moral des Français et l'efficacité de leur État républicain, quand même au moins depuis 100 ans sans discontinuer, et dans l'esprit depuis plus. Est-ce qu'ils sont vraiment si conservateurs que le laissait penser le constat, ou est-ce qu'ils ne sont pas un peu mixtes finalement, plus que ça, plus conservateurs sur certains aspects, et voilà, c'est un peu les questions qu'on voudrait poser donc aux spécialistes en chiffres de notre pays, de ses humeurs. Bonjour à toutes et à tous, merci. Merci à moitié en fait, parce que c'est quand même très difficile pour moi de prendre la parole après Éric Dupin, parce qu'Éric Dupin est un grand spécialiste des sondages, qui a une connaissance fine de l'opinion, et que moi de mon côté, depuis 20 ans, je lis les livres d'Éric Dupin, donc je suis également sous influence, ce qui fait que mon intervention ne sera pas véritablement un choc frontal, loin de là, avec ce que vient de dire Éric. Par ailleurs, je profite de ces premières phrases pour rendre hommage à quelqu'un qui devait être là à ma place et qui sort des études et des analyses surtout très intéressantes, qui s'appelle Jérôme Fourquet à l'IFOP, et qui vient notamment d'être le co-auteur d'une note sur les relations entre électorat frontiste et électorat UMP, qui est, je crois, accessible sur le site de l'IFOP, et en tout cas sur celui, je pense, de la Fondation Jean Jaurès, sauf erreur. Étude, comme toujours avec Jérôme Fourquet, à la fois très précise, très claire, et par là même très éclairante. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de répondre comme ça, de prolonger ce qui a été dit sur quelques points, avec quand même un minimum de chiffres, parce que c'est quand même trop embêtant.
Déjà, le pessimisme des Français. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur l'opinion il y a à peu près 20 ans. J'ai quasiment toujours commenté des chiffres, ça a été dit d'ailleurs, sur le pessimisme des Français. Mais là, on est sur quelque chose qui est nouveau par plusieurs aspects. La première chose, quand même, c'est l'intensité du pessimisme et de la défiance exprimée par les Français. On a non seulement des taux d'inquiétude qui sont vraiment inattendus, on a un basculement dans l'impopularité du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement, qui est d'une rapidité et d'une force sans précédent, avec peut-être Jacques Chirac 95, mais sinon on est véritablement un effondrement de la popularité de l'exécutif qui, quel que soit ce que l'on pense de l'exécutif, ne peut qu'inquiéter. Donc ce sont des phénomènes nouveaux et cumulatifs. Et puis je crois qu'on a deux nouveautés majeures. La première, et là c'est inspiré d'une étude réalisée par Ipsos en janvier, je crois, là aussi pour la Fondation Jean Jaurès, qui montrait que non seulement on avait une défiance verticale, si j'ose dire, c'est-à-dire que toutes les autorités politiques, mais aussi autorités scientifiques, et donc une crise de cette idée de progrès quand même qui est constitutive de la gauche et de la République, ça c'est malheureusement déjà un peu ancien. Une crise également de l'autorité économique, très accentuée depuis la crise financière de 2008 et l'incohérence perçue entre l'annonce d'un plan de relance puis après de plan de rigueur. Donc une crise de l'autorité économique très forte. Mais aujourd'hui, à cette crise de confiance verticale se rajoute, et ça apparaît très nettement dans cette étude, ça apparaissait également dans les différents chapitres de Voyage en France d'Éric Dupin, une crise de confiance, si j'ose dire, horizontale. Quand on demande aux gens s'ils font confiance aux gens qui leur ressemblent, aux gens comme eux, aujourd'hui, dans cette étude de l'Ipsos, donc, on voyait que de plus en plus, les gens nous disaient qu'ils étaient défiants, qu'on ne pouvait pas faire confiance à des gens comme eux. Et cette défiance est de plus en plus importante au fur et à mesure que l'on va vers les catégories populaires, d'où d'ailleurs des phénomènes qui sont liés aussi à l'espace, et notamment le chapitre sur je ne sais plus, je ne les connais quand même pas par cœur, sur les zones pavillonnaires, dans l'ouvrage d'Éric Dupin ou bien dans le Cateau français, on a là aussi une défiance maintenant horizontale des gens par rapport entre eux qui est très préoccupante pour toute construction politique et notamment pour la République, puisque c'est évidemment qu'un phénomène, ça provoque un phénomène d'isolement et d'émiettement. C'est donc le premier point. Le second point, c'est que les gens n'ont plus l'impression d'être en crise et leur inquiétude par rapport à l'économie et par rapport à l'évolution de la société ne se pose plus simplement en termes de pouvoir d'achat, de chômage et de crise. Elle est bien perçue aujourd'hui comme sous l'image du déclin, voire même de la décadence. Donc déclin de la France, déclassement non seulement individuel, mais même maintenant collectif, déclassement du pays, mais également décadence, avec une idée de décadence morale, et qui prend ce sentiment assez général, prend des formes évidemment particulières dans certains pans de la droite ou du milieu traditionnel français, accentués par ce que certains, encore une fois, ce n'est pas une opinion personnelle, mais que certains, de nombreux Français, en fait, en réalité, ont vécu comme une forme d'agression culturelle à l'occasion de la crise, enfin, du mouvement en tout cas, par rapport au mariage pour tous, à la manif pour tous. On a là un phénomène, un sentiment très fort de gens qui probablement nous ressemblent guère, mais qui malgré tout existent et sont nombreux, de gens qui ont l'impression d'avoir vécu une véritable forme d'agression culturelle, ce qui déstabilise leur confiance dans l'institution et ce qui permet, mais ce n'est pas à la limite le phénomène le plus important, ce qui permet également des reclassements politiques et des convergences politiques entre électorat frontiste et électorat UMP. Ceci est très nettement indiqué dans les chiffres de cette note donc, de l'IFOP dont je vous parlais à l'instant. Voici donc pour les phénomènes, à mon avis, nouveaux à travers cette crise. Alors, est-ce que cette crise de confiance multiforme a une traduction politique évidente? Sincèrement, non. D'une part, il n'y a pas de bénéfice immédiat, c'est le moins qu'on puisse dire, pour l'opposition traditionnelle, pour l'UMP. On voit bien dans les questions qui sont posées qu'à la question de savoir si l'UMP, si elle était au pouvoir, ferait mieux que la gauche actuellement, pratiquement les 2 tiers des Français, donc une bonne partie des gens de droite, considèrent que l'UMP ne ferait pas mieux. Bien évidemment, d'autant plus que là, il y a actuellement une actualité, il y a beaucoup de sondages et que c'est un sujet
sur lequel la presse en fait toujours beaucoup, et en fait même sans doute un peu trop, la question du Front National. Est-ce qu'on mesure, pour prendre l'expression que tu as utilisée, l'audience du Front National? Eh bien, la réalité, c'est qu'à travers les sondages, on la mesure très mal, c'est pas un scoop, non seulement l'audience électorale, mais même l'audience en général. Ce que l'on perçoit, les quelques éléments que l'on perçoit assez nettement quand même, c'est effectivement la différence d'image et le fait, la convergence bien claire d'électeurs de droite classique qui ne voient plus très bien pourquoi ils ne voteraient pas ou ne s'allieraient pas avec le Front National. Et là, on a un élément de nouveauté à la question de savoir, souhaitez-vous des alliances, notamment au niveau local, ce qui est un petit peu important quand même pour ce qui va se passer en quelques mois, avec le Front National. On a aujourd'hui, au gré des sondages, entre 50 et 60% des sympathisants de droite classique qui sont favorables à des alliances locales avec le Front National. C'est nouveau, ce n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Il y avait là quelque chose qui existait peut-être davantage dans les années 80 qu'ensuite, où c'était retombé. Donc là, on a des éléments de reclassement du paysage politique et même du paysage idéologique qui, à mon avis, sont quand même assez préoccupants pour tout le monde. Après, il y a un débouché que personnellement je ne perçois pas, donc j'attends le prochain livre d'Éric Dupin avec impatience là-dessus, c'est le débouché social et le mouvement social dont on parle tant. Alors les sondages renseignent très peu là-dessus, mais on a très peu d'indices en réalité de capacité de mobilisation compte tenu justement du pessimisme global de l'opinion et surtout des difficultés concrètes des gens qui pourraient se mobiliser. La perspective d'un mouvement social puissant et massif qui est très souvent énoncé par les élites, on annonce sans cesse sur les plateaux de télévision un énième mai 68, cette probabilité me paraît assez faible, faute à la fois de perspective et faute de moyens concrets de mobilisation. Tant et si bien que malheureusement il y a un défi très difficile à relever pour tous, mais notamment pour le MRC compte tenu de ses valeurs, c'est bien de faire vivre cette République avec des citoyens qui ont tendance, en tout cas à travers cette optique limitée, cette petite fenêtre que sont les sondages, qui ont tendance à se défier de plus en plus les uns des autres, ce qui est quand même particulièrement préoccupant, qui se défient de l'institution et qui en plus sont confrontés à ce sentiment de déclin. J'ai oublié de dire quelque chose qui me paraît fondamental, juste avant, peu de temps avant de m'interrompre, c'est que toutes ces études d'opinion sont faites à un moment où on mesure un sentiment de paupérisation chez les Français, de crise, mais probablement, je ne suis pas un grand économiste, mais malgré tout, à un moment où la paupérisation réelle ne concerne encore que certaines catégories. Toutes ces indications extrêmement pessimistes sur l'état social sont faites à un moment donné où, pour l'essentiel, les dispositifs sociaux sont encore en place et où les phénomènes de paupérisation réelle de populations entières n'en sont qu'à leurs prémices. Tant et si bien qu'on rentre, à mon avis, en termes d'opinion, en termes politiques, eh bien, dans un territoire pratiquement inconnu, puisque au gré, même si les choses ont été très mal réparties, au gré des années, au gré des crises, malgré tout, les phénomènes de paupérisation n'ont pas concerné la majorité de la population. Tant et si bien qu'on aborde cette période tout à fait dangereuse et inédite, avec ce sentiment de défiance de toutes sortes, une vraie crise, mais ça je n'en parlerai pas parce que ça demanderait une étude à elle seule, une vraie crise de l'identité nationale, pour prendre un terme qui lui aussi a été un peu corrompu par le quinquennat précédent, mais quelque chose qui existe avec des Français qui ont envie d'être fiers d'eux-mêmes, mais qui le sont de plus en plus difficilement, d'autant plus que les élites médiatico-politiques, pour l'essentiel, leur envoient une image négative d'eux-mêmes. Donc voici des défis qui ne sont pas nouveaux, mais qui, à mon avis, se posent avec une acuité particulière aujourd'hui. Merci, Jérôme Santmary. Je dois avouer qu'effectivement, on est au cœur de l'idée même d'un combat idéologique quand on pointe le fait, qui me paraît une idée juste, que la paupérisation ne concerne aujourd'hui qu'une partie minoritaire de notre population,
que l'État social nous est envié largement au-delà de nos frontières. On va encore à l'école quasiment gratuitement. On est encore soigné dans des conditions extrêmement satisfaisantes de façon quasiment gratuite. On a encore un accueil de la petite enfance et un certain respect de nos anciens qui fait que qu'on fait attention aux services qu'on leur offre. Donc cette réalité-là, c'est pourtant pas, c'est effectivement une partie de la réalité, mais ça ne suffit pas à rassurer une immense majorité des Français qui considèrent, parce que demain il vivra moins bien qu'hier, que le déclassement est à sa porte, que le prochain sur la liste à tomber dans le trou de la paupérisation et de celui qui ne peut ni faire des études correctes à ses enfants, ni envisager une retraite sereine, ni se faire soigner facilement, c'est lui, c'est son tour à lui. Donc est-ce que de ce point de vue-là, ça explique la droitisation des esprits, ça explique l'état d'esprit de... Je laisse la parole à Gaël Brustier pour enchaîner là-dessus s'il le peut, ou autrement s'il le souhaite. Merci. Bonjour à tous, tout d'abord. Oui, il y a des choses qui ont été dites, je suis en grande partie d'accord avec tout ce qui a été dit d'ailleurs. Sur la question actuelle, je pense qu'il y a un truc très important qui a été dit sur le déclin. En vérité, chacun interprète le monde en fonction de son expérience propre. Et sur les 40 dernières années, il y a une idée qui s'est fait jour dans tous les pays d'Europe occidentale ou même d'Amérique du Nord, qui est celle du déclin de nos pays. Ça a été interprété de manière très différente par différents mouvements politiques, mais c'est l'idée constante qu'on voit émerger un peu partout. Et quand on regarde l'actualité, je suis très frappé par la manière répétitive avec laquelle François Fillon traite cette idée du déclin. Il revient sans arrêt sur le fait que la France est en déclin, que l'Europe est en déclin, et que c'est la raison pour laquelle il faut s'unir, et que c'est la raison pour laquelle il faut faire acte de contrition. Et en gros, j'ai toujours l'impression que la phrase suivante de François Fillon dans ses meetings, comme celui d'hier soir, c'est « Français, méditez vos malheurs ». Il y a toute une vieille rengaine qui est en train de percer, mais d'une certaine manière, ce qu'il faut penser, c'est l'incapacité des gauches au sens large, de la gauche radicale et de la social-démocratie au sens large, dans les pays d'Europe occidentale, et si tant est qu'une social-démocratie en Amérique du Nord, c'est un autre sujet, mais d'y répondre et de répondre à ce qu'on appelle, de manière assez générique, on peut discuter le terme, la droitisation. Toutes ces questions-là, en vérité, l'idéologie du déclin qui apparaît au moment où, après 5 siècles de domination de nos pays, on voit, à partir des années 70, la crise pétrolière, puis l'émergence de la menace dite islamiste avec la révolution iranienne de 1979, on voit toute une idéologie se recomposer. Et cette idéologie-là, elle se décline dans nos sociétés par un certain nombre de phénomènes qui s'appellent notamment les paniques morales. Alors les paniques morales, on les voit surgir en 24 heures. Vous avez vu 1,1 million de nos concitoyens, à l'heure actuelle par exemple, qui cliquent sur soutien à un bijoutier qui a tiré dans le dos d'un de ses agresseurs. Bon, typiquement, le cas de panique morale qu'on voit surgir dans nos sociétés actuelles, qui sont liés effectivement à un sentiment du déclin, un doute par rapport aux élites, une dénonciation de ces élites, et qui précède toujours le principe de la panique morale, telle qu'elle a été décrite par Stanley Cohen dans un vieux livre des années 70, c'est qu'elle sape un certain nombre de fondations et qu'elle précède toujours le réalignement électoral à droite. C'est comme ça qu'il analysait le thatchérisme et la percée du thatchérisme, et la force du thatchérisme sur la base de ces paniques morales, donc d'un certain nombre d'événements, une agression d'enfants, le port du voile, un certain nombre d'autres événements qui sont jugés dangereux pour l'ensemble de la société et un ordre social et symbolique qui est jugé menacé. C'est le cas du mariage pour tous, on y reviendra. Eh bien, ces phénomènes-là, ils précèdent des recompositions idéologiques, et il faut constater que les droites au sens large, parce qu'il y a une grande gamme en fait, de réponses qui, en fait, le trait commun de toutes ces droites, c'est d'être des non-gauches, c'est-à-dire surtout de surfer sur l'absence idéologique de la gauche depuis 30 ou 40 ans, c'est de recomposer l'imaginaire collectif des pays qu'elles gouvernent à leur profit. Et en fait, la grande force, par exemple, de Thatcher, ça a été de donner à des gens qui avaient des conditions matérielles extrêmement différentes des visions compatibles du monde. Mais c'est le cas de Thatcher, mais si on passe chez Berlusconi, il faut constater quand même que Berlusconi, l'ex-Messi néofasciste et la Ligue du Nord ont dominé la vie politique italienne de manière
soit politiques au gouvernement, soit idéologiques, en gros, des élections municipales de 92 en Italie aux récentes élections où on voit l'impasse que représente d'ailleurs le subversivisme à la BP Grillo. Donc vous avez tous ces phénomènes-là, et là où il faut essayer de penser politique et de repenser stratégie et combat culturel, c'est parce que, en fait, quand vous regardez bien le système dans lequel nous vivons, on l'a vu depuis 24 heures, donc avec cette affaire de bijoutier, etc. Mais par exemple, les percées du Front National, toujours, tout est pris sur des séquences très courtes, où en fait, politique et politiques, commentateurs qu'on invite sur les plateaux, etc., et journalistes, sont pris dans un flot d'immédiateté qui ne leur permet pas de se dégager et de regarder les processus qui sont en cours. Or, toutes les dominations qu'il y a actuellement dans nos sociétés, tous les problèmes qui se posent dans nos sociétés sont liés à cette idéologie du déclin qui, comme je le disais, est réinterprétée de manière différente par chacun. On pourrait, évidemment, par exemple, le mariage pour tous. Jérôme Sainte-Marie parlait très très justement, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Le mariage pour tous, on peut estimer que c'est une mesure juste, c'est une mesure que l'égalité des droits, etc. L'usage du mot mariage, à un moment donné, est venu réveiller un géant endormi, en vérité. C'est-à-dire que le mot mariage a permis à un phénomène qui concernait, de l'aveu même des animateurs de la Manif pour tous, 10 000 personnes en France qui se seraient opposées à une union civile avec à droits égaux, etc., à l'égalité des droits, elle leur a permis de dépasser très largement cette sociologie-là pour mobiliser des centaines de milliers de Français dans les rues, mais également, à terme, c'est toute la question en fait, de ce problème-là et des dominations culturelles, c'est de provoquer des réalignements électoraux. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est par exemple sur l'Ouest catholique, qui avait basculé dans le camp de la gauche au cours des années 70, notamment à partir de l'encadrement catho de gauche, PSU, etc., qui avait ramené progressivement ces 12 ou 13 départements de l'Ouest catholique, mais on peut citer aussi l'Aveyron, on peut en citer un certain nombre d'autres où il y a eu ce type de phénomène. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si les petits-enfants de PSU, c'est la grande interrogation qu'on se pose, ne vont pas voter demain bleu marion, encore plus que bleu marine? Et donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Alors, il y a une question, au bout d'un moment, c'est que on s'est interrogé avec un camarade qui s'appelle David Jays. C'est pas Jean-Philippe, on a écrit Voyage au bout de la droite, mais là, on a switché sur du concret. Et en fait, à se poser une question, c'est comment on y répond. Parce qu'on en a un peu marre, en fait, de déambuler en robe safran dans toutes les universités d'été et de prédire la fin du monde et l'inéluctabilité de la droitisation, alors qu'au fond, il faut quand même y apporter des réponses. Et les réponses, elles sont aussi dans l'analyse qu'on doit faire des faiblesses de la gauche. L'analyse des faiblesses de la gauche, il faut voir les choses en face. C'est-à-dire que les piliers traditionnels de la social-démocratie, et même de la gauche radicale qui en est souvent issue, comme on voit en France, ou on en voit une partie en Italie, en Allemagne, etc. Les gauches radicales sont des recompositions, en général, de morceaux de la social-démocratie qui s'en détachent et qui vont avec des pôles communistes qui se reconfigurent. C'est que tous les piliers traditionnels, que ce soit le syndicalisme, que ce soit le syndicalisme enseignant, que ce soit l'éducation populaire, sont des piliers qui se sont effondrés. Et que, au fond, la structure participe de la reconfiguration des idées. Et que quand vous arrivez au pouvoir sans avoir les structures pour reconfigurer les idées de votre propre société, vous n'êtes pas en mesure d'imposer votre vision du monde. Ou alors vous le faites avec la vision du monde des autres. C'est d'ailleurs la question de l'occidentalisme et de la politique étrangère qu'un pays mène, c'est qu'elle est très souvent plus le produit des rapports de force sociaux en son sein que simplement une donnée constante de l'histoire. Je ne fais pas de digression sur l'affaire syrienne. Mais la question qu'on s'est posée, nous, c'est concrètement comment des forces politiques se donnent les moyens de faire émerger des structures dans la société qui permettent à cette frange de la société qu'évoquait Éric Dupin, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, ce qui est très frappant avec les partis de gauche, c'est qu'ils passent à côté de toutes les innovations sociales. C'est quand même assez nouveau dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on le voit très bien en analysant la Manif pour tous. Je suis désolé de le dire, mais on pense qu'on veut des manifestants, on pense qu'on veut des activistes, des homènes, des veilleurs, etc. Ce sont des gens qui sont nettement moins en coupure par rapport à l'innovation sociale, qu'il s'agisse des échanges de services non marchands, qu'il s'agisse des questions coopératives, de la façon, ils sont très souvent dans des AMAP, ils sont très souvent dans des choses comme ça. C'est très curieux ce qui s'y passe. Il est extrêmement intéressant de voir que la gauche partidaire et la gauche organique en est très souvent coupée.
pas dire du mal de nos amis du Front de gauche, mais le Front de gauche ressuscite un certain nombre de... Ressuscite, non, il fait vivre un certain nombre de piliers encore vaguement existants traditionnels de la gauche, mais il ne parvient pas à se reconnecter avec la société. C'est-à-dire qu'il gère, et on le voit très bien dans les cartes de Jérôme Fourquet d'ailleurs, il gère une sociologie électorale qui est finalement assez confinée et qui n'est absolument pas en frontale ni avec la sociologie qui bascule au Front National, ni avec la sociologie massive des perdants de la mondialisation. Donc on a mené cette réflexion, c'est une note qui sort à la Fondation Jean Jaurès lundi, vous la trouverez sur le site, c'est 10 propositions pour le combat culturel et qui comporte un certain nombre de choses qui sembleront à ceux qui ont animé le CRS d'une évidence consternante pour certaines d'entre elles, pour d'autres qui sont un peu plus novatrices. Néanmoins, il y a des choses à redécouvrir, il y a sûrement des choses à inventer pour faire en sorte que, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne se pose pas simplement la question « qu'est-ce qui se passe ?» pourquoi est-ce que les Français sont déprimés, pourquoi est-ce qu'ils font la tronche ou qui soutiennent un bijoutier qui fait du baltrap, mais c'est pour se poser la question de quelle alternative et quel imaginaire alternatif on oppose à celui des droites. C'est par ça que commence la politique, et c'est sans doute ce qui fait que si depuis 1 an la gauche au pouvoir est autant en difficulté, c'est parce qu'elle l'a très largement oublié depuis une 30aine d'années. Je vous remercie. Merci Gaël Brustier. Nous avons donc un constat qui est réel, dans lequel nous devrions poursuivre effectivement d'essayer de distinguer ce qui repose sur des éléments concrets à changer, ce qui relève du combat culturel pur. Mais je voudrais donner la parole immédiatement à Sami Nahir, qui forcément, outre d'être un brillant intellectuel, est un membre éminent du mouvement républicain citoyen, donc doit tenir les 2 bouts du débat de cette table ronde. Merci Catherine. Bonjour. C'est toujours évidemment difficile de parler à la fin parce qu'on a l'impression que tout a été dit et on n'est plus porté à répéter. Mais je vais essayer simplement de soulever 2 ou 3 questions. Je pense que la question qui a été posée à partir de l'intitulé de notre table, la question qui a été posée par Éric Dupin, la dépression, c'est la grande question. C'est la grande question, mais ce n'est pas une question nouvelle. J'ai personnellement le sentiment que depuis maintenant une 20aine d'années, peut-être un peu plus, depuis en gros la grande bataille du traité de Maastricht, dont on sous-estime en général l'effet symbolique dans la culture politique française. Je rappelle que ce traité a été adopté à quelques millimètres. Et je constate que la France, à travers la division qui s'est opérée à l'occasion du traité de Maastricht, ne s'est pas reconstituée. Et j'en vois une preuve, notamment dans le rejet, malgré une attitude intrusive des médias en 2005 autour de l'idée, autour de la Constitution, malgré le fait que les médias et les élites politiques étaient mobilisées à 100% pour défendre cette Constitution, les Français ont rejeté cette Constitution. Je suis donc profondément convaincu que la rupture, la fracture, la séparation, elle vient de loin. Et elle vient de loin dans la mesure où, d'une certaine façon, elle s'est donnée une cohérence politique. Je ne suis pas tout à fait convaincu par les discours sur la dépolitisation de la France, sur la disparition de la politique, etc. Certes, on peut, disons, en se basant sur l'attitude des uns et des autres, « ah, je m'en fous, ils sont tous pourris, etc., dire qu'il s'agit là d'une attitude dépolitisée. J'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ceux qui refusent de choisir entre les diverses forces politiques sont nécessairement apolitiques et rejettent la politique. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Or, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est au fond, à mon avis, au cœur de la dépression, c'est que les Français ont pris conscience de ce qu'ils n'ont plus
l'instrument qui permet de peser sur leur présent et sur leur avenir. Cet instrument, ils sont tous profondément conscients qu'il a été en quelque sorte mis hors jeu, scié. Je parle de l'idée que les Français se font de leur rapport à la politique à travers l'État. Je suis profondément convaincu que les Français ont pris conscience de ce qu'ils ont perdu la souveraineté monétaire, ils ont perdu la souveraineté, la maîtrise budgétaire, et que ça ne se passe plus d'une certaine façon en France. C'est d'ailleurs le discours qui est tenu sans interruption depuis 14 ans. Qu'est-ce que l'on dit aux Français? L'État ne peut pas, il y a des contraintes extérieures, la contrainte européenne en premier lieu, et nous devons en tenir compte. Autrement dit, les Français, sans le conceptualiser, ont le sentiment que la politique intérieure française est biffée, barrée par ce que l'on pourrait appeler la politique intérieure européenne. Sans qu'en même temps, ils aient le sentiment qu'ils peuvent peser sur la politique intérieure européenne. Car ils n'ont aucun moyen de peser sur la Commission de Bruxelles, de peser sur la Banque centrale, de peser sur le Fonds monétaire international qui est rentré dans la danse maintenant. Et donc, c'est ce décalage entre la conscience de ce qu'ils ont perdu et leur impossibilité à agir sur ces instruments qu'apparemment personne ne contrôle, qui fait qu'il y a cet état de dépression dans un peuple, chez un peuple, qui a une singularité mondiale. Il n'y a pas un autre peuple au monde qui a cette singularité-là, à savoir la construction, l'identité nationale passe par la médiation de l'identité et de l'identification par rapport à l'État, qu'on peut appeler autrement la République. Si vous prenez l'histoire de France, vous vous apercevrez que chaque fois que l'État s'effondre, il y a un État, il y a une situation de dépression. Prenez 40, prenez 58, la crise de 58. Et la France se reconstitue lorsque l'État redevient le vecteur constitutif et constituant de l'identité nationale française. Moi, je suis profondément convaincu que c'est ça la raison principale. Et je pense que c'est une raison sur laquelle on ne peut pas maintenant beaucoup agir. Parce que le concept de la politique intérieure européenne est un concept qui s'oppose terme à terme avec le concept de l'État comme sujet, j'allais dire anthropomorphique, comme sujet constituant de l'identité sociale. Le concept de la politique intérieure européenne est un concept économique et un concept dont la portée historique consiste à privatiser le lien social dans toute l'Europe et pas simplement en France. Cette privatisation du lien social passe par série de formes de déliaison, de désaffiliation sociale qui touchent en priorité les classes sociales populaires et qui, aujourd'hui, est au cœur du grand projet de la Commission européenne et fondamentalement des véritables sujets de la construction européenne que sont les multinationales et tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, s'y assimile. Je pense que les Français ont conscience de cela et, effectivement, face à cette politique intérieure européenne dont ils ne connaissent que les aspects négatifs, ils sentent une très profonde impuissance. Cette privatisation n'est pas quelque chose de secondaire, c'est une véritable révolution qui est en train de se passer en Europe. On peut s'amuser à distinguer en Allemagne, ce n'est pas tout à fait le modèle anglo-saxon, c'est le modèle anglo-saxon, c'est le modèle... En réalité, la grande perspective historique dans laquelle se trouve plongée aujourd'hui l'Europe, c'est bien celle-là. Ou bien on va vers le modèle social porté par la globalisation libérale,
Et ce modèle social, son concept est connu, il est basé sur une certaine manière de gestion du lien social, privatisation, précarisation, en gros, transformation du sujet social en vecteur de la marchandisation généralisée de la société. Ou bien, on est capable d'opposer à cela quelque chose, et alors là, on entre dans une autre problématique. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. En 2002-2003, au Parlement européen, nous avons eu un grand débat pour la Convention sur le concept d'intérêt général. Nous défendions, Français, n'est-ce pas, nous défendions notre concept d'intérêt général, qui n'a rien à voir, le concept de service public, je le dis à notre ami Guillaume Duval, notre concept de service public n'a rien à voir avec le concept allemand de service public. Ce sont deux choses totalement différentes. Notre concept de service public, il est républicain et il a des caractéristiques très particulières. Nous défendions ce concept-là. Eh bien, nous avons été mis en minorité, mais alors de manière écrasante par tout le monde. Personne ne s'est trouvé à nos côtés, ni les Italiens, ni les Espagnols, ni les Allemands. Personne ne s'est trouvé à nos côtés pour dire on introduit dans la Constitution le concept de service public et d'intérêt général au sens où nous l'entendions. Le concept qui a été choisi a été celui d'intérêt général au sens américain du terme, c'est-à-dire des services publics universels, mais de très basse qualité, partant du principe qu'en réalité, l'objectif était celui de la privatisation de tout ce qui est aujourd'hui de l'ordre, chez nous, du service public. C'est-à-dire la santé, l'éducation, les pensions, etc., etc. Relisez aujourd'hui la Constitution que vous avez, je l'espère, rejetée en 2005, et vous verrez ce que vous allez y trouver. Vous allez y trouver ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. On a rejeté le mot, mais on a gardé la chose que l'on baptise différemment, mais c'est cette stratégie-là qui continue. Et lorsqu'on parle avec nos amis anglais ou avec nos amis allemands, etc., ils rient en me disant, mais vous, les Français, vous êtes complètement passéistes, vous êtes sur une conception du service public qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Et le discours de la droite, mais aussi le discours des sociaux-libéraux, lorsqu'il s'agit de parler, comment dirais-je, de ce qu'il faut faire, la réforme. Ben, la réforme, c'est ça, fondamentalement. La réforme consiste à adapter l'Europe et la France aux conditions de la globalisation libérale, de la mondialisation. Sinon, eh bien, on est éjecté. C'est ça le grand problème, si vous voulez, de la politique intérieure européenne. Et tant qu'on ne prendra pas conscience que cette politique-là, elle est liée fondamentalement au dessaisissement du pouvoir que nous avions par rapport à notre État, la fonction de l'État, la fonction de la gestion tout simplement de notre budget, tant qu'on ne prendra pas conscience de cela, eh bien, on ne s'en sortira pas, sauf naturellement à changer le contexte européen. Mais là, je suis très pessimiste parce que nous sommes non seulement seuls, mais il ne faut pas se payer de mots. Depuis le traité de Maastricht et depuis l'adoption de l'euro, il y a un très large et très profond consensus entre les élites de droite et les élites sociales-libérales pour continuer dans cette direction. On peut faire une campagne électorale en promettant monts et merveilles, on arrive au pouvoir, on est sur une autre logique. Et ça, c'est une contrainte qui est, pour nous, évidemment, je vais terminer. Oui. Vas-y. Samy, tu auras encore quelques minutes. Je voudrais juste t'interrompre 3 secondes, enfin, et quelques plus, pour accueillir Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui nous fait l'amitié de venir participer à nos débats. Bien, Samy, à toi. Merci. Encore Bien. Effectivement quelques minutes. Salut Manuel, la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait espagnol, je crois. Bon. Écoute, voilà. Je vais terminer simplement en ajoutant 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que cette politique d'austérité qui a été mise en place, à mon avis, elle a très certainement
légitimation, on peut la légitimer techniquement, mais si on prend un peu de distance par rapport à son concept, c'est-à-dire à ce qu'elle est, on s'aperçoit que partout où elle a été mise en place, c'est-à-dire une politique qui consiste à, disons, réduire le déficit budgétaire, une politique qui consiste à réduire la dette, etc., et qui est censée restaurer l'économie, notamment en relançant l'économie et en créant des emplois. Quand je prends la situation au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, mais surtout au Portugal, en Espagne et en France, où on met en pratique cette politique est mise en pratique de manière draconienne. Ce sont de très bons élèves. Ces 3 dernières années, je ne constate aucune amélioration. L'année passée, nous avions 23% de chômeurs en Espagne, on en est à 26% maintenant. Et ça touche toutes les classes d'âge, en particulier les jeunes et les femmes. Donc, je crois que le moment est peut-être arrivé de s'interroger sur la signification de cette politique. Eh bien, et là, naturellement, ce sont des, des hypothèses de travail. L'hypothèse par laquelle je voudrais terminer est la suivante. Moi, je ne suis pas convaincu que la politique d'austérité, sans croissance, telle qu'elle a été mise en place, est une politique qui vise à résoudre le problème de la dette et à résoudre le problème du déficit. Je pense que cette politique a eu en Europe, ces 3 dernières années, des effets d'asymétrie structurelle terribles entre les États européens. Je pense qu'elle a accentué la distance entre un État, par exemple, comme l'Espagne, ou le Portugal, et l'Allemagne, ou même la France. Je pense que l'objectif de cette politique, qui consiste à penser que l'on va, et c'est la thèse de M. Olli Rehn, en agissant sur les fondamentaux, on va créer les conditions de rattrapage et de constitution de fondamentaux solides, est une politique qui a échoué si l'on prend les résultats d'aujourd'hui. Car le Portugal, l'Espagne et la Grèce n'ont jamais été aussi loin, de ce qu'est la France, l'Allemagne aujourd'hui. La situation en Grèce aujourd'hui est pire que celle du début des années 2000. Donc, l'hypothèse de travail est la suivante. Vous me suspecterez peut-être d'être paranoïaque, mais l'hypothèse de travail est la suivante. Est-ce qu'au fond, cette politique d'austérité n'est pas aussi un moyen, à l'intérieur des nations, d'accentuer la séparation, d'accentuer les contradictions entre les diverses composantes sociales, les diverses couches sociales. Et l'on voit aujourd'hui que la crise touche essentiellement les pauvres. Je donne un chiffre. En 2011, il y avait 120 millions de pauvres en Europe. Aujourd'hui, Oxfam a publié son rapport hier, qui est la principale ONG qui travaille sur la pauvreté. Oxfam, qui est une excellente ONG anglaise, démontre que si on continue comme ça, en 2025, on aura 15 millions de pauvres en plus. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'accentuation de la pauvreté. Et l'hypothèse est la suivante, c'est que cette stratégie d'austérité, eh bien, elle renforce à l'intérieur des nations les inégalités et elle renforce entre les nations les inégalités. Ce matin, on disait, ou tout à l'heure, je crois que c'est notre ami Guillaume Duval qui disait bon, la situation n'est pas si mauvaise que ça en Allemagne, elle n'est pas si bonne, mais enfin, en gros, c'est quand même un pays qui s'en sort parce que... Mais c'est vrai. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que l'Allemagne a entre les mains des instruments que nous n'avons pas. L'Allemagne, par exemple, a entre les mains l'instrument de l'euro, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nous ne sommes pas capables de peser sur l'euro. Quand a-t-on été capable, nous Français, de peser sur l'orientation de l'euro? Il a fallu que ce soit M. Draghi qui décide
hein, qui disent il faut relâcher un peu les taux, je suis prêt, je suis là. C'est lui qui a rassuré les marchés. Et nous disons, eh bien, l'euro pénalise notre commerce extérieur, etc., etc. Donc, on est là confronté à une situation où, en réalité, la dépression dont parlait Éric Dupin tout à l'heure a des causes extrêmement profondes, et je crois qu'il est absolument nécessaire d'analyser cette situation pour savoir où on va. Je vais terminer par quelque chose de provocateur, notamment en présence de notre ministre de l'Intérieur. Je dirais que, vous savez, Marx disait, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde alors qu'il faudrait le changer. Moi, je vous dis aujourd'hui, commençons d'abord par bien interpréter le monde dans lequel nous sommes, comprendre ce que signifie la contrainte européenne, et à partir de là, on pourra peut-être le changer. Et le peuple français, qui en 2005 a rejeté la Constitution, j'en suis convaincu, finira par rugir une fois encore. Merci. Merci Samy. En tous les cas, au MRC, effectivement, on y est prêt. Je voudrais qu'il y ait un échange entre nos, avant de prendre deux ou trois questions de la salle, un échange entre nos intervenants, sachant que par rapport aux questions que je me posais au départ, effet de mode, réalité ancrée ou instrument de lutte idéologique, la question de la dépression des Français et de la France reste une question à mon avis ouverte. Probablement que les trois réponses sont là. Un journaliste américain, éditorialiste au New York, je ne voudrais pas dire de bêtises d'ailleurs, au New York Times, disait que quand il était arrivé il y a presque 15 ans, il avait fait un article catastrophique sur notre morale en disant ils sont au bord du gouffre. Et puis comme c'est toujours pareil au bout de 15 ans, il s'est dit que finalement c'était peut-être une posture. Et il dit que c'est chez nous une forme robuste de réalisme, plus qu'un signe de malaise, et que c'est l'amertume de la sagesse. Voilà une version optimiste de notre état d'esprit. Ça peut être sur le plan de la réalité ou pas. Moi, je crois qu'effectivement, les éléments qui interpellent l'identité française, on peut reprendre malgré tout ce terme, l'image que les Français ont d'eux-mêmes et donc de leur vivre ensemble, la dégradation, elle peut s'appuyer sur des choses qui vont même peut-être plus loin que ce que Gaël Mostier évoquait, mais j'imagine qu'il y pensait aussi. La défaite de 1940, la décolonisation, tout ça, ça a été des moments difficiles pour la self-esteem, pour l'estime de soi, comme disent. Voilà. Mais ça, c'est une réalité. Et le monde bouge et change, et nous avons à nous adapter à un certain nombre de choses. En quoi seulement la France, c'est quelque chose d'assez précis. Et moi, j'ai beaucoup aimé dans l'intervention de Samy sa référence à l'État républicain. Parce qu'indéniablement, et c'est Emmanuel Todd qui l'explique très bien dans son dernier bouquin écrit avec Hervé Lebrun, c'est une évidence que la France se construit beaucoup autour de son État ou à travers son État pour résoudre une diversité anthropologique qui lui est très spécifique. Il y a beaucoup moins de diversité anthropologique que dans les autres pays d'Europe et par conséquent une facilité à résoudre la problématique qui n'est pas la nôtre. Nous avons besoin de cet État républicain, de cet État dans ses fonctions régaliennes. Donc là, je relancerai la balle vers le ministre de l'Intérieur, c'est une des missions régaliennes, mais aussi de l'État dans ses missions sociales et d'éducation, de l'État comme grand investisseur. Et pour cela, pour que cet État continue à remplir, il faut que nous regagnions des marges de manœuvre. Vous verrez donc qu'il y a une cohérence dans nos interventions. Un autre euro, sortir de l'impasse dans laquelle l'euro actuel nous a mis pour retrouver des marges de manœuvre, redevenir un grand investisseur et à la fois dans des projets choisis et des projets d'avenir et aussi dans le soutien à une réindustrialisation du pays et mener aussi la guerre culturelle nécessaire pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir ensemble, tous ensemble. Donc sur ces questions-là, qu'est-ce qui est la branche que dans le cœur des Français ou dans la tête des Français vous paraît la plus exacte, ou qu'est-ce que vous voudriez rajouter à ce portrait? Quand j'ai écouté ce qui a été dit par les différents intervenants, il faut reconnaître que le tableau est assez sombre. Alors,
me semble-t-il, juste une notation sur le rapport à la politique. Je pense que ça, c'est une question décisive de renouveler notre rapport à la politique. Parce que sinon, on restera dans un diagnostic très sombre et une impossibilité d'agir assez paralysante. De ce point de vue, la gauche, au sens large, ou les gauches, hélas, puisque jamais elles n'ont été aussi éclatées, devraient être, j'utilise un conditionnel extrêmement prudent, à la fois beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus modestes, au lieu d'être middle of the road, une gauche qui fait un peu de gestion, un peu de discours et qui est dans le court terme ou le moyen terme. Plus ambitieux, en effet, la bataille culturelle, le combat idéologique, ça semble être des termes très très datés. Mais, me semble-t-il, si on ne mène pas ce genre de combat, on est évidemment battu d'avance. Or, quand on voit des ministres, des gens qui gouvernent au nom de la gauche, ressasser le terme du ras-le-bol fiscal, parce que, en fonction de leur rencontre estivale dans des milieux sociaux qu'on s'imagine relativement ciblés, on leur a parlé de ça matin, midi et soir, on se dit que le combat idéologique n'est pas forcément mené avec une très grande intensité. Sur les questions de sécurité, puisque Manuel Valls est là, et il sait que je ne suis pas du tout de ceux qui caricaturent ses positions. La gauche, en réalité, a fait une évolution, voire une mutation par rapport à la réputation qui lui est faite, et Jean-Pierre Chevènement, évidemment, n'y a pas été pour rien dans les décennies précédentes, extrêmement importante. Mais force est de constater que dans le débat politique, dans le tohu-bohu médiatique, elle reste un peu sur la défensive. Elle se reste un peu trop piégée par des jeux de rôle des uns et des autres. Or, on peut très bien avoir, c'est plus facile à dire qu'à faire, et même à dire, c'est pas toujours très simple. On devrait avoir une vision beaucoup plus offensive d'une politique de sécurité qui se soucie véritablement des effets concrets de la sécurité et pas simplement des slogans un peu faciles sur la répression ou sur la prévention, car ce binôme est tout à fait évidemment stérile. Et aussi plus modeste, parce que, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, je pense véritablement, pour maintenant passer pas mal de temps à essayer d'explorer la société française, que la politique ne peut plus être en surplomb. Moi, quand j'étais militant politique dans les années 70, on avait un peu l'impression d'être plus malin que les autres et que c'était un peu quand même les théories d'avant-garde, même si on était un peu autogestionnaire. Quand on fait de la politique, quand on est un militant, on est une forme d'élite. Il faut pas être démagogue, il faut le reconnaître. En même temps, c'est pas parce qu'on a compris un certain nombre de choses qu'il faut pas écouter. On n'a pas tout compris, qu'il faut pas écouter et qu'il faut pas toujours se dire que les gens ont des raisons objectives de penser ce qu'ils pensent. Moi, les sociologues, je m'entendais très bien avec Pierre Bourdieu, mais ça m'a toujours énervé le côté nous, on comprend mieux que vous votre propre situation. Oui, il y a la subjectivité, oui, il y a des préjugés, mais les préjugés sont des raccourcis de la pensée qui ne sont pas sans raison. Donc, écoutez les gens, être attentif au mouvement de la société, et je vous garantis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si, évidemment, ce n'est pas forcément facile à relier avec telle ou telle ligne politique ou logiciel politique. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent, et de ce point de vue-là, il faut être beaucoup plus attentif. Merci. Oui, en quelques phrases, et pour rester dans le couloir étroit qui est le mien, c'est-à-dire celui de l'analyse de l'opinion, eh bien, je crois, puisqu'on essaye en fait en quelques phrases de revenir un petit peu sur le pessimisme noir qu'on a exprimé longuement auparavant. Donc, il y a effectivement des éléments d'appréciation qui nuancent ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, les sondages sont tous unanimes, etc. On l'a dit et répété sur ce pessimisme et cette dépression nationale. En même temps, il y a des éléments qui viennent nuancer cela. Le premier point par rapport à d'autres pays en Europe, déjà, c'est qu'il y a certes une crise de sentiment national, mais cette crise prend pour l'instant un tour avant tout individuel. Il n'y a pas de tension sur le territoire entre telle ou telle région par rapport à telle autre, par exemple. Donc au niveau de l'unité nationale, il y a quand même un sentiment très fort. Il y a également une force d'identification à l'idée nationale qui s'exprime aussi
à travers des événements comme des crises internationales. Le soutien à l'intervention française au Mali s'explique, au-delà des phénomènes locaux, largement par cela, par le fait de retrouver à cette occasion une action qui est perçue comme autonome du pays. C'est également un point assez important. Il y a aussi, et puis puisque le ministre de l'Intérieur est présent, il y a aussi dans la popularité de sa personne et de son action l'idée que l'action au service d'une police républicaine, eh bien, c'est mieux que le chacun pour soi. La vraie question à se poser, et je finirai sur cette petite pirouette mon propos, c'est pourquoi justement ce qui est réussi, au-delà de la qualité des personnes, bien entendu, ce qui est réussi en termes d'opinion dans cette action très ciblée sur la sécurité, en particulier, n'est pas généralisable, n'est pas perçu en tout cas par l'opinion au-delà sur tous les sujets économiques et sociaux qui font quand même une bonne partie de la préoccupation de nos citoyens. Je crois qu'il y a quelques années encore pour pouvoir y répondre. Oui, en quelques mots. Oui, ça fonctionne, vas-y. Voilà, c'est bon. Oui, en quelques mots, la question, il me semble, c'est de resituer aussi la situation de la France dans une perspective un peu plus globale et européenne. Et puisqu'on est dans une université d'été d'un parti politique, et qu'il se trouve que ce parti politique appartient au sens très large à la famille socialiste, et on représente la branche républicaine socialiste, dira-t-on rapidement, il faut quand même constater une chose, c'est que depuis quelque temps, le seul endroit où la famille social-démocrate en Europe a gagné une élection, je crois que c'est la République non reconnue de Chypre, me semble-t-il, et qu'ailleurs, les difficultés s'accumulent sur les gauches au sens large, et qu'en France se pose un autre problème pour mener le combat culturel contre les droites, qui est que vous avez une fracture assez béante entre la gauche radicale et la social-démocratie, c'est-à-dire le Parti socialiste et ceux de ses alliés qui le suivent, et que cette fracture béante est une fracture qui risque d'amener, comme en Italie, à l'extinction tout simplement d'une famille politique et à son éviction du pouvoir pour assez longtemps. C'est ce qui s'est passé. Le PCI, le Parti communiste italien, a disparu de la scène, le Parti socialiste italien n'existe même plus, et vous avez à la place une espèce de conglomérat associant un vague centre bizarroïde autour du pauvre Enrique Letta. Mais la perspective d'une disparition de la social-démocratie et d'une éviction des gauches au sens large de l'histoire, en Europe, elle n'est pas du tout, c'est pas de la science-fiction. C'est la raison pour laquelle il faut à un moment donné se poser les questions des outils concrets qu'on met en place et comment on rebâtit un certain nombre de piliers. C'est ce que je disais tout à l'heure, et je fais de la pub encore pour la note qu'on fait à la Fondation Jean Jaurès, mais par Respublica, j'en suis navré. Mais la question, justement, c'est celle de comment on rebâtit ces outils-là et comment on rebâtit très concrètement les outils du militantisme. Soit le militantisme continue d'être, en France, de plus en plus isolé de la société. Et on voit très très bien les sociologies militantes telles qu'elles sont en train de s'accentuer dans les partis politiques de gauche. Et je dis bien au sens large, qu'il s'agisse du Parti socialiste jusqu'au parti de gauche qui en est lui-même une caricature. La question, c'est celle de la coupure par rapport aux sociétés. Soit vous rebâtissez un certain nombre de piliers, vous avez des chances de faire avancer un imaginaire alternatif à celui des droites et donc de gagner sur le temps long les dominations culturelles et d'imposer votre agenda à la société, soit alors vous subissez le feu nourri de la droite, et c'est toute la grande crainte qu'on avait avec Jean-Philippe quand on avait écrit Voyage au bout de la droite, c'est-à-dire de dire oui, on peut gagner sur des coalitions électorales brinque-ballantes. C'était d'ailleurs finalement la fameuse affaire du rapport Terra Nova opposé à la dite gauche populaire, c'est-à-dire quelle coalition on prend, et finalement, sur un malentendu, comme disait l'autre, ça peut marcher. Ça marche très souvent sur un malentendu. Le problème, c'est que très souvent, les données, les tendances lourdes reprennent le dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas être indifférent à ce qui se passe à droite, qu'il ne faut pas du tout être indifférent à ces aspects culturels, à ces paniques morales qui ont parsemé la droite. On a parlé du mariage pour tous. J'attire votre attention vraiment de manière très forte là-dessus, sur ce qui s'est passé. Il y a un véritable renversement. Vous avez une jeunesse activiste qui s'est développée, des cadres qui sont nés. Vous avez également une manière de procéder. Quand vous prenez le mouvement identitaire, par exemple, vous avez une manière de procéder qui consiste à l'encadrement de mouvements sociaux désormais. Je citais l'affaire du fameux bijoutier qui, vous avez pensé, me perturbe totalement, mais si j'y reviens, c'est parce qu'on voit encore la même chose, c'est-à-dire vous avez des cadres identitaires qui encadrent un mouvement d'opinion, et que c'était le travail autrefois. Les militants trotskistes faisaient ça à merveille dans les années 70. Aujourd'hui, ce sont les cadres de l'extrême droite qui le font. Et que
le constat qu'on fait globalement, pour parler très concrètement, puisqu'on est dans un parti politique, c'est quels outils on met en place face à ça et comment on ressuscite un encadrement politique qui, lui, portera forcément un imaginaire. Je vous remercie. Merci Gaël. Le mot de la fin de cette table ronde à Sami Nahir. Merci Catherine. Écoutez, je crois qu'on a soulevé des questions intéressantes. Je voudrais pour ma part revenir sur 2 points. L'un a été soulevé par Gaël et consiste à dire il faut aujourd'hui une sorte de Kulturkampf, il faut un combat culturel, et si j'ai bien compris, un combat culturel contre la droite. Bien. Naturellement, on a toujours besoin de combats culturels parce que, en réalité, la société et le lien social, il n'est pas simplement structuré autour des intérêts, les êtres humains étant ce qu'ils sont, il est aussi structuré autour de valeurs et de symboles. C'est clair. Nous sommes évidemment dans une situation, alors là, non plus de dépression, mais de décompression, si je puis dire, des valeurs avec des secteurs d'intensification de survaleur. Je pense par exemple à la logique Front National, la logique idéologique Front National, qui est un secteur d'intensification, qu'on peut définir comme ça, de survaleur. La question est la suivante. Quel est le logiciel à partir duquel on construit ce combat des valeurs? Les valeurs ne sont pas des abstractions, elles sont extrêmement diversifiées. Moi, je tiens personnellement qu'en France, sur un certain nombre de valeurs, aussi paradoxales que cela puisse paraître, et je m'excuse pour ceux qui pourraient en être choqués, il n'y a pas sur des valeurs fondamentales de véritables grandes divergences entre certaines parties de la gauche et certaines parties de la droite. Je pense que les Français partagent des valeurs fondamentales républicaines. Je pense qu'ils partagent la valeur de l'État. Ils croient en l'État. Dans les autres pays, nous avons des syndicats forts. En France, le principal syndicat, c'est l'État. C'est très clair, depuis toujours. Deuxièmement, ils croient en la nation. Et l'un des problèmes de la gauche ces 20 dernières années, ou ces 30 dernières années, et surtout dans les années 80, c'est qu'elle a oublié la nation. Elle lui a substitué autre chose, ce que j'ai appelé le bonisme. Nous sommes bons. La nation, il ne faut pas en parler. Elle gêne. Quand vous allez dans les milieux populaires, je puis vous assurer qu'ils savent qu'ils sont français. Et l'une des grandes erreurs, je le dis ici, je l'avais déjà dit à l'époque à mon ami Jean-Pierre Chevènement, je le dis encore aujourd'hui ici, l'une des grandes questions de l'immigration, c'est qu'on ne leur a pas parlé le langage de la nation. C'est qu'on ne leur a pas dit « vous êtes français ». Ça, c'est extrêmement important parce qu'on leur donne l'estime d'eux-mêmes en faisant cela. Et c'est précisément parce qu'on n'a pas fait cela que l'on a assisté, sous prétexte de démocratisme, à des dérives communautaires partout. Rien n'est plus donc fondamental aujourd'hui que de reconstituer les valeurs transversales, je dirais. Les valeurs de gauche, nous les avons, nous savons ce que nous sommes. Nous savons où on en est, on ne changera pas, c'est comme ça. Mais nous avons des valeurs transversales avec le peuple, avec la nation française. Nous partageons ce concept d'intérêt général avec les gens de droite. Nous le partageons fortement. Et à l'heure de définir qui a droit et qui n'a pas droit à la sécurité sociale, on ne dit pas, lui, il est de droite, il n'y a pas droit, seuls nous, de gauche, on y a droit. Nous sommes donc, si vous voulez... Non, mais c'est très important de définir ces valeurs. Tu nous as dit que vous avez publié 10 propositions. Je vais courir pour les lire. Mais je voudrais trouver ce logiciel républicain. Et je suis convaincu que notre grande faiblesse, que la faiblesse de la gauche, c'est qu'elle ne sait pas parler le langage de l'État, elle ne sait pas parler le langage de l'autorité, elle ne sait pas parler le langage de la nation, parce qu'en réalité, elle en a honte. De même,
De même, et je voudrais terminer par cela, je ne veux pas faire référence à ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous avons un axe fondamental, pédagogique au niveau européen. Personne en Europe n'a une idée aussi claire que nous de la laïcité. La laïcité, c'est... La laïcité, aujourd'hui, il faut aller en Tunisie, il faut aller en Égypte, il faut voir comment les gens découvrent la laïcité à la française et disent c'est ça que nous voulons. Ce n'est pas les intégristes que nous voulons. Ce n'est pas une démocratie islamique. Nous voulons une démocratie laïque. C'est le mot d'ordre aujourd'hui des laïcs et des modernistes dans ces pays. Nous, bon, à part quelques exceptions heureuses, nous n'avons pas la capacité ni le courage de défendre haut et fort cette conception à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Je puis vous dire que, dans le cadre de ces valeurs, l'idée de laïcité est aujourd'hui l'idée la plus moderne qui soit pour ces sociétés arabo-musulmanes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et je puis vous dire qu'ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas qu'on lutte au Mali contre les intégristes et qu'on ait des manières d'évêques en Syrie. Alors, reconstituer, faire le Culture Camp, je suis d'accord, mais il faut avoir les idées claires. Merci. Je vais devoir passer la parole à Gaël pour quelques secondes, parce que je crois qu'il avait envie de réagir sur une des choses dites, et puis il a été interpellé, dirons-nous. Oui, bon, l'interpellation est un peu vive, comme toujours avec Samy, mais la réponse ne sera pas moins. Premier point, on ne répond pas à la droite, on ne répond pas à la droitisation. Comme disait un sociologue qu'on doit bien connaître, Samy, qui est Hall, il disait « La droitisation, c'est une réponse à la crise ». Le problème de la gauche, c'est qu'elle n'apporte pas sa propre réponse d'un point de vue idéologique à la crise. Donc déjà, cessons, entre nous, on peut parler franchement, ça ne sert à rien de courir après le Front National, dire qu'il faut répondre au Front National, il faut faire des contre-propositions à l'UMP, il faut répondre, etc., etc. Non, il faut avancer sa vision du monde. Deuxième point, sur tout ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai été un militant républicain fervent, et je suis toujours un républicain fervent, j'ai peut-être un peu évolué. Il y a une chose que je crains plus que tout, et que je crains plus que tout pour le combat qui est celui de la République, c'est le verbalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que les mots ne suffisent pas. Et qu'on peut asséner un certain nombre de choses, on peut idolâtrer l'État, on peut idolâtrer la forme nation, l'État-nation, mais qu'à un moment donné, on n'a plus de prise sur la société. Et que donc, ce constat, il peut être un peu sévère, et dans le dernier bouquin, je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas tout à fait apprécié un certain nombre de pages sur les nationaux républicains, y compris sur un certain nombre de gens qui nous ont quittés pour passer soit dans des revues confidentielles du type Causeur, soit ailleurs. Mais il faut bien constater que le discours républicain lui-même a été victime de détournements, de captation, et que soit il est entré dans le pur verbalisme, c'est-à-dire l'incapacité à peser sur la société, l'incapacité à incarner une alternative. C'est tout le problème d'ailleurs de l'union des républicains, des deux rives, du discours républicain face à un Front National qui lui a capté l'essentiel de la colère populaire et qui monte à 50% chez les ouvriers du nord-est de la France. Et puis l'autre versant, c'est l'utilisation de valeurs auxquelles personnellement je tiens beaucoup, puisque comme beaucoup d'entre vous, ma famille en a bénéficié, c'est-à-dire des valeurs laïques, des valeurs républicaines, qui étaient celles portées par la Troisième République, et à laquelle je rends un hommage vibrant et sincère, mais qui sont des valeurs qui servent aujourd'hui aussi à certains pans de la société comme de valeurs de défense pour maintenir un ordre social qu'ils estiment menacé. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un minimum de recul par rapport au discours politique républicain et se déprendre de l'idée que le discours politique républicain en lui-même suffit, c'est-à-dire qu'il suffit à sauver l'idée républicaine. Je suis profondément pour l'idée républicaine, je me méfie beaucoup de ce qui constitue, on va dire, plus le choc des mots que le poids des idées, pour caricaturer un autre slogan. Voilà. Donc c'est pour vous dire, Samy m'avait interpellé un peu
de manière un peu véhémente, mais il me semble que le combat culturel, il s'incarne aussi dans des choses très concrètes qui doivent prendre prise dans la société, qui doivent s'incarner dans les quartiers, s'incarner dans les communes. Éric Dupin parlait des innovations sociales qu'il y a dans la société. Il est temps de reconnecter avec cette société-là. La gauche ne le fait plus. Ce n'est pas une accusation contre le MRC, c'est une accusation globale que je porte de manière, un constat, même pas une accusation, vis-à-vis de la social-démocratie et de la gauche radicale en Europe. Et comme je le disais, la fracture entre ces deux forces accentue le risque de disparition de l'ensemble de la gauche du paysage politique européen. On regardera ce qui se passera en Autriche et ce qui se passera en Allemagne la semaine prochaine. Je crains encore qu'on ait quelques déconvenues en perspective. Je vous remercie. Alors, je voudrais remercier les 4 intervenants de cette table ronde, m'excuser auprès de la salle puisque je suis une très mauvaise présidente ayant réussi à relancer le débat au moment où il devait se terminer. Mais voilà, l'essentiel est là et je pense que c'est dans le cours de cette réflexion lancée que nous pourrons nous inscrire et que Julien aussi veuille me pardonner de ne pas avoir assez parlé du Front National, mais je trouve que finalement c'était pas si mal et que pour ceux qui veulent lire des choses extrêmement intéressantes sur leur sujet, je leur conseille le dernier chapitre du livre de Hervé Lebras et d'Emmanuel Todd sur le Front National, les raisons de sa réussite et aussi les raisons de penser qu'il n'ira pas si haut et même des raisons de penser qu'il y a des raisons pour lesquelles il peut s'effondrer. Tout ça est dans le chapitre et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que reposant sur des bases à la fois idéologiques, culturelles, anthropologiques de notre beau pays. Ça c'est sûrement très concret. Et dans la discussion entre nos 2 derniers intervenants, supportés par le regard des 2 précédents, je pense que nous avons de quoi faire pour la suite. Merci à tous et en particulier à nos 4 intervenants.